Entrepreneurs pour la planète, vous le savez, c'est une association qui met en contact le monde de l'environnement, celui de l'entreprise pour partager le savoir-faire des uns et la connaissance des autres. L'idée, grâce au mentorat, c'est de co-construire un monde plus durable. C'est aussi ce qui nous anime ici dans cette émission. Et donc, on était fait pour se rencontrer. Chaque mois, vous le savez, je vous présente un nouveau binôme. Manuel Zebeda, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général de Quinta Investment et Maxime Roux, bonjour. Bonjour. Co-fondateur d'Austrea. C'est quoi Austrea ? Alors Austrea, c'est une start-up industrielle qui a développé un matériau bas carbone à partir de coquillages recyclés pour l'aménagement d'intérieur et d'extérieur. Comment l'idée vous est venue ? C'est quoi le point de départ ? Alors on est 4 associés. Ouais. L'idée vient d'un de mes associés qui s'appelle Tanguy Blévin, dont le grand frère est ostréiculteur à Riec-sur-Belon. Et du coup, pendant le premier confinement en 2020, il a aidé son frère sur le site de production et il s'est rendu compte qu'on produisait énormément de déchets conchilicoles. C'est près de 250 000 tonnes de déchets en France et qu'il y a un vrai problème de valorisation de ces déchets-là parce qu'on ne peut pas les rejeter dans la nature, on ne peut pas les incinérer et du coup ça coûte de l'argent aux collectivités et aux ostréiculteurs et du coup on a monté cette équipe projet pour voir comment on pourrait les revaloriser et on a fini par tomber sur le développement d'un matériau. Eh bien, vous nous expliquerez ça dans un instant, mais je voudrais d'abord, Manuel Zebeda, que vous nous présentiez votre family office, donc Quinta Investment. Vous êtes vraiment orienté économie circulaire, c'est un choix ? Oui, c'est un choix depuis le départ. Moi, j'avais créé plusieurs sociétés tout au long de ma vie professionnelle. Ouais. Il y a une dizaine d'années, on a créé Family Office avec 2 objectifs. Un premier, c'est aider les entrepreneurs en investissant dans des jeunes entreprises. Et le deuxième, depuis le départ d'ailleurs, de faire du bénévolat, de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Et au fil des années, on s'est de plus en plus orienté vers des sociétés à impact, donc économie circulaire, environnement durable, voilà. Ça veut dire que le mentorat, ça vous connaît ? Oui, depuis pas mal d'années maintenant. Combien d'entreprises vous accompagnez ou vous avez accompagné ? Actuellement, j'en accompagne une petite dizaine. Oui. Et puis, au fil du temps, je ne sais pas, j'ai dû en accompagner 25, quoi, mis bout à bout. Oui, alors là, on va parler de votre binôme. Il y a déjà un argument, c'est que vous vous connaissiez avant Entrepreneurs pour la planète, c'est ça ? Alors, j'ai connu Entrepreneurs pour la planète il y a 2 ans, à peu près, puisque c'était complètement dans ma sphère. Bien sûr. Et effectivement, Austrea était inscrit sur la plateforme. Et donc, voilà comment s'est fait le... Ça a matché naturellement. Ce mentorat, vous en attendez quoi ? On attend beaucoup de choses. En fait, on est 4 associés, c'est la première boîte qu'on crée, et c'est une boîte industrielle aussi, ce qui va rajouter des complexités. Aujourd'hui, de travailler avec Manuel et d'avoir l'expérience qu'il a, je crois que tu as créé 6 ou 7 entreprises, en fait, il va nous faire surtout gagner énormément de temps. Il va nous apporter son expérience et du coup, à chaque fois qu'on a des décisions stratégiques, il ne va pas nous dire c'est ça que vous devez faire. Par contre, il va apporter toute son expérience, des problématiques qu'il a déjà rencontrées plusieurs fois. Et il va nous donner toutes les billes pour qu'après, en équipe, on puisse prendre du recul et finalement faire les bonnes décisions. Donc, il est créé depuis combien de temps, ce binôme ? Depuis 1 an. Oui, un an. Et donc, la fréquence de vos conseils, c'est vous qui prenez le téléphone en disant Manuel, on a besoin de vous ou de toi, je sais pas si il y a les deux, on se tutoie. Ouais. Il y a les deux. On fait à peu près un point tous les mois. On va arriver avec nous 3 thématiques qui vont être nos thématiques les plus chaudes du moment. Okay. Donc vous identifiez vos difficultés ou ce sur quoi vous avez besoin d'aide, d'accord ? On fait cet exercice en amont et on se laisse 2 à 4 heures de réflexion ensemble jusqu'à ce qu'on arrive à tacler ces problématiques-là. Et à côté de ça, on a un canal de discussion aussi privilégié qui font que si on a un sujet un peu chaud qui peut se traiter rapidement, on s'appelle et on peut passer 15, 20, 30 minutes au téléphone pour y répondre. Manuel, vous avez peut-être une question générale, votre expérience de mentorat. Est-ce qu'il y a justement des grands principes un peu valables pour toutes les entreprises ? En tant que mentor ? Oui, je pense qu'il faut être bienveillant. Voilà, et c'est tout l'intérêt pour moi, je trouve, du mentorat. On n'a pas d'intérêt financier. Enfin, souvent, on n'a pas d'intérêt financier dans les sociétés. Par exemple, avec Austrea, je ne suis pas investisseur. D'accord. Et donc, du coup, on a le recul nécessaire pour se mettre à la place des fondateurs. Donc, quand ils font une levée de fonds, je suis du côté des fondateurs. Si jamais il y a un problème, maintenant, comme l'a très bien dit Maxime, on n'est pas là pour prendre les décisions pour eux,
mais pour leur donner toutes les billes ou les alerter que là, il peut y avoir un problème, en discuter. Et ensuite, souvent, ce que je dis, maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce qu'il y a des erreurs communes, des fausses routes un peu classiques sur lesquelles vous pouvez allumer une espèce de phare, là, de warning? Non, enfin, Ça dépend des entreprises. Oui, en fait. ça dépend vraiment. En fait, ce qui est intéressant d'ailleurs en tant que mentor, c'est qu'on voit plein de cas différents Ouais. et sur lesquels souvent je peux me rattacher à des expériences, parce que j'en ai vécu pas mal, des expériences vécues. Et je pense que c'est aussi ça qui intéresse les jeunes fondateurs, c'est de se dire, bon, il donne des conseils, mais les conseils qu'il peut donner sont aussi basés quelque part sur des histoires vraies. Hein, et comme d'habitude, la petite histoire au bon moment, ça marche bien. Oui, et le fait au fil du temps, vous êtes quand même spécialisé dans l'accompagnement des entreprises autour de l'économie circulaire, du développement durable, forcément, il y a des bonnes pratiques à partager, j'imagine. Oui, absolument. Ouais. C'est-à-dire qu'on on comprend mieux nous-mêmes, hein, enfin moi dans le cas présent, d'aider des sociétés à impact, comme j'en ai soit cofondé, soit aidé plusieurs. Eh bien, effectivement, souvent, par exemple, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on part d'un déchet. Donc, souvent, la première réaction, du coup, c'est pas cher. Oui, c'est pas cher parce qu'on ne paye pas le déchet, mais il faut aller le collecter, il faut le retraiter, etc. etc. Ouais. Et du coup, on peut arriver à un prix de revient qui est supérieur à si je prends l'exemple du plastique, à la matière brute. Quoi. Ouais. Alors justement, on va prendre le cas d'école d'Austria, puisque votre matière de départ, c'est quoi? C'est les coproduits ou les déchets, on va dire, de l'ostréiculture, c'est ça? Exactement, c'est les déchets de production des ostréiculteurs Ouais. français que du coup on n'achète pas parce que ça leur coûte de l'argent de les traiter. Qu'est-ce qu'ils en faisaient jusqu'à présent? Ils les envoyaient dans des zones d'enfouissement technique, D'accord. ce qui pose des problèmes parce que ces zones elles sont très grandes et aujourd'hui c'est des déchets qui sont non dangereux, que nous on considère comme une ressource et qui du coup n'ont pas vocation forcément à partir en décharge. Et du coup, on récupère ces déchets d'ostréiculteurs. On va avoir, nous, après, un coût de transformation qui est finalement une grosse part du coût du produit pour les hygiéniser, les transformer en paillettes. Et puis ensuite pour faire la fabrication du matériau dans notre atelier de production à Rennes. Donc vous avez ouvert votre premier atelier de production. Ça y est, la phase d'industrialisation commence, c'est ça? La phase d'industrialisation commence. On a un premier atelier de 860 mètres carrés avec une première machine. D'ailleurs, sous l'impulsion de Manuel, sur un des premiers mentorats qui nous avait dit combien vous coûterait un premier atelier de production, est-ce que c'est réalisable, est-ce que vous êtes en capacité de faire un premier test marché avec, et du coup c'est parti de là, cette mise en place de ce premier atelier. Ouais. Et maintenant on est vraiment dans cette problématique de future industrialisation et passage à l'échelle. Alors je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui le regardent, mais il en fait quoi de ces déchets d'huîtres? Quel matériau vous produisez? Alors du coup on produit un matériau minéral qui va s'apparenter un peu à du terrazzo ou à du marbre, mais qui va être du coup, composé à 65% de coquillages, et qu'on va travailler comme de la pierre, avec des machines de marbrier pour réaliser des plans de travail, des plateaux de mobilier et bientôt du revêtement quand on aura taclé les sujets réglementaires. Donc ça veut dire que ce premier atelier, c'est une première étape, très clairement, puisqu'on parle d'industrialisation, vous n'y êtes pas encore tout à fait, quoi. On n'y est pas encore tout à fait, c'est une première étape qui nous permet quand même de faire 4 mètres carrés par jour en ce moment, 8 bientôt, on a les capacités machines pour faire 8, il faudrait qu'on recrute un petit peu, ce qui évidemment n'est pas du tout une échelle industrielle, mais qui permet néanmoins de répondre déjà à certains marchés avec des partenaires de distribution qui seront plus tard nos partenaires une fois qu'on sera industrialisé. Ouais. Le défi de créer la filière, en fait, c'est ça, Manuel Zebeda. Il existe pour beaucoup d'entreprises qui se lancent dans ce secteur de l'économie circulaire. D'ailleurs, parfois, sous l'impulsion de la réglementation. On sait que la loi AGEC, anti-gaspi, économie circulaire, a incité à créer des filières. Oui, tout à fait. Et en général, ça se fait souvent par des startups, finalement. Oui. Parce que, comme vient de le dire Maxime, il faut tester un début de procédé, trouver le marché, etc. Donc, c'est un bon cycle, finalement. Ce que je leur souhaite à tous, c'est qu'un jour, il y a un grand groupe qui va s'intéresser à la société. Et bon, ils créeront une division, ou en tout cas, ils vont passer à une échelle supérieure. Mais souvent, c'est les startups qui démarrent la filière.
Oui, c'est-à-dire que là, vous avez quasiment créé la filière, on peut dire les choses comme ça, et ça donnera des idées à d'autres. Forcément, vous vous y préparez, ça aussi? On s'y prépare. Il y a une quantité de déchets astronomiques, donc il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place, ouais. Et aujourd'hui, on travaille même avec les collectivités, avec la région Bretagne, pour structurer cette filière-là. Et du coup rendre aussi ces déchets finalement plus accessibles à d'autres initiatives qui pourraient apparaître. Il y a une levée de fonds en préparation, c'est ça? On a une levée de fonds qui est quasiment terminée. On ne communique pas encore le montant parce que c'est pas signé, mais c'est une levée de fonds qui a pour but de nous permettre de recruter principalement, et de faire un peu d'investissement machine et de continuer aussi la R&D matériaux. Ouais. Manuel Zebeda, vous n'avez pas investi? Vous auriez pu avec votre family office. Je dirais que je suis en phase de désinvestissement sur le family office. Et aujourd'hui, on fait surtout du bénévolat. On a investi dans le passé dans une dizaine d'entreprises. Donc maintenant, il faut les liquidités pour investir. Bien sûr. Et donc, en plus, je trouve à titre personnel beaucoup de plaisir à faire du mentorat bénévole. Cette phase de la levée de fonds, alors c'est aussi quelque chose que vous connaissez bien. Oui. Comment vous intervenez? Vous avez donné des conseils pour choisir les bons investisseurs, pour choisir peut-être des investisseurs, je ne vais pas vous demander de les révéler, c'est trop tôt, mais un peu spécialisés aussi dans les entreprises à impact? Alors, dans le cas d'Austria, non. C'est eux qui ont trouvé les investisseurs. Par contre, ils m'ont appelé à une ou deux reprises parce que justement, ils en avaient trouvé trop, ce qui est assez rare. Et donc, c'était la question, est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on prend plus d'argent? Comment? Etc. Et donc là-dessus, on a discuté et à nouveau, c'est eux qui ont pris la décision. Là, je te laisse finir. On va lever plus que ce qu'on avait prévu à l'origine. Et c'est très bien pour revenir sur le fait que Manuel n'est pas investisseur, c'est que vraiment ça amène une relation différente du mentoring versus quelqu'un qui investit dans la boîte. Et du coup, on peut vraiment aborder ces sujets en toute transparence avec quelqu'un qui a notre point de vue plus que le point de vue d'un investisseur. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter votre binôme d'entrepreneurs pour la planète. On passe à notre rubrique Startup éco-responsable, c'est Smart Ideas.